Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à tous les grands dossiers européens qui vont réchauffer notre été. Brexit, sursaut européen, référendums en tout genre, montée des populistes. Pour les aborder un à un, nous avons le plaisir de recevoir un grand témoin européen aujourd'hui, Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été commissaire chargé du commerce sous Romano Prodi et également directeur général de l'OMC de 2003 à 2015. Alors, vous êtes aujourd'hui président d'honneur du think tank Institut Jacques Delors et vous constatez avec nous qu'il y a désormais une nouvelle première ministre au Royaume-Uni, qui n'est autre que Theresa May, qui a remporté cette direction du 10 Downing Street et du Parti conservateur, faute de combattants en quelque sorte. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination post-Brexit, référendum donc très regardé par les Européens? C'est la conséquence de ce vote. Et chacun sait que le gouvernement précédent a fait campagne de l'autre côté. Donc c'est normal qu'il y ait un changement. Ils ont mis un peu de temps à constituer leur équipe parce que tout ça est un peu hétérogène. Enfin, maintenant, ils ont une équipe. Ils sont en ordre de marche, si je puis dire, même si c'est une marche arrière, dont d'ailleurs on ne connaît pas l'itinéraire. Donc leur premier boulot, ça va être de répondre à la question: que souhaite la Grande-Bretagne sortant de l'Union européenne? C'est du saut dans l'inconnu. Et la question, c'est de savoir quelle est la taille de l'élastique. Est-ce qu'on sait déjà, c'est une partie déjà de ce gouvernement est très pro-Brexit, notamment on pense au fameux Boris Johnson, l'inqualifiable, inclassable ex-maire de Londres, que vous connaissez d'ailleurs, oui, je l'ai qui est désormais ministre des Affaires étrangères. C'est la voix finalement de la Grande-Bretagne à l'étranger? Oui, c'est assez curieux de mettre comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui a un sens de la provocation aussi prononcé. On verra. Moi, je l'ai connu quand il était tout petit parce que ses parents travaillaient à la Commission européenne et le temps que j'étais directeur de cabinet de Jacques Delors, et c'était nos voisins. Donc c'est un homme que je connais bien. Ce qu'il y a d'inconnu et qu'il va falloir préciser, et ça va être long et complexe, c'est quelle est la relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne? Parce que sortir de l'Union européenne, c'est bien, mais tout le monde, y compris dans tous ceux qui ont fait campagne pour le Brexit, disent « Ah oui, non, mais il faut absolument qu'on garde des liens très importants, les plus importants avec l'Union européenne. » Et ça, si vous voulez, c'est la taille de l'élastique. Est-ce que l'élastique, il est très très long? Est-ce qu'il est très très court? Il va falloir négocier ça. Ça va prendre du temps. Et je crois que tous les Européens attendent une chose, une réponse à une question qu'ils n'ont pas pour l'instant, qui est que souhaitent les Britanniques? Que souhaite ce nouveau gouvernement? En dehors du fait qu'ils souhaitent sortir, que souhaitent-ils? Ils sont peut-être pas tout à fait d'accord eux-mêmes entre eux sur la taille de l'élastique, puisque on les croyait très déterminés à ne pas faire du Brexit une expérience positive pour pas donner d'idée à d'autres pays de suivre le pas. Mais en vérité, et pas d'ailleurs suivre tous les desiderata de cette nouvelle première ministre concernant l'accès au grand marché. Au bout de quelques semaines, comme souvent, on n'est plus tellement sûr de leur position, ni même d'une position commune. Je crois que vous avez raison, mais ça s'explique parce que c'est très compliqué. Si vous voulez, on est tous un peu partagés, parce que on sait très bien que la sortie de la Grande-Bretagne, c'est pas bon pour la Grande-Bretagne, et c'est pas bon pour l'Europe. C'est pas bon pour la Grande-Bretagne, donc c'est pas bon pour l'Europe, compte tenu de nos liens, et notamment de nos liens économiques. Donc il va falloir, à un moment, et c'est pas pour tout de suite, rechoisir, en quelque sorte, entre les deux formules, soit une relation très proche, soit une relation très distendue. On ne sait pas. Alors, certains ministres de l'économie en France ont commencé à faire mine de croire que la place de Paris pouvait récupérer les déçus post-Brexit de la City. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une volonté quelconque des 27 de limiter ce pouvoir de la City, notamment sur la zone euro? Probablement, parce que les 27 ne donneront pas à la City de Londres ce qu'elle avait, c'est-à-dire le passeport européen. Quand vous travaillez à la City de Londres, vous travaillez sur tous les marchés de l'Union européenne. Ils ne le donneront pas à la City de Londres si les Anglais n'acceptent pas la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Et le référendum a dit non. Bon, donc,
toute chose égale, si on regarde la situation actuelle, ils n'auront pas le passeport bancaire. Je ne dis pas que c'est sûr, mais s'ils n'acceptent pas la libre circulation, ils n'auront pas l'accès au marché intérieur, et donc pas le passeport bancaire, et donc un certain nombre de gens dans l'industrie financière ne vont pas se mettre à Londres. Et donc, du coup, Francfort, Paris, Milan même, se disent on va peut-être ramasser une partie de la part de marché, et ça me paraît pas illogique de le penser. Alors, quel sursaut européen? C'est aussi la question que se posent les 27 autres. Par exemple, François Hollande a annoncé en août une réunion avec à nouveau la chancelière et Matteo Renzi. Et puis, il y aura le 16 septembre à la rentrée, donc ce fameux sommet A27 à Bratislava. Est-ce que les Européens n'ont pas été un peu pris de court, voire toujours en panne d'imagination et dans cette affaire du Brexit? Je crois que l'affaire du Brexit est vraiment typiquement britanno-britannique. C'est le seul pays, dans les 28 pays de l'Union, c'était le seul dans lequel la question de savoir si on était dedans ou dehors se posait. C'est une question qui ne se pose pour aucun des autres pays, même si on a constaté un désamour des opinions publiques à l'égard de l'Europe ces derniers temps. C'est un fait qu'il faut Donc le sursaut, reconnaître. Vous y croyez? On a des éléments de sursaut, on a quelque chose sur la table qui... On va voir. Si vous voulez, ce désamour n'avait pas provoqué de sursaut, parce que c'est un sujet difficile. Le président français, la chancelière allemande n'ont pas très envie d'avoir le sujet européen dans les élections 2017, en France et en Allemagne. Bon. Donc ce sursaut n'était pas là. Est-ce que le Brexit est l'occasion, en quelque sorte, l'Europe perdant une partie de son poids, de récupérer du muscle? Quelle idée! Moi, je le souhaite. Tous les pro-européens le souhaitent. Reste à savoir, alors, est-ce que c'est des questions, par exemple, de meilleure constitution de la frontière extérieure? Et il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est l'approfondissement du marché intérieur? Est-ce que c'est enfin un impôt sur les sociétés en Europe? Et les Britanniques s'opposaient à ça, c'est peut-être possible maintenant qu'ils ne seraient plus là. Donc il y a des tas de choses à faire. La question est de savoir s'il y a l'énergie politique pour le faire. Oui, et puis alors cette Europe qui cherche à se refaire une beauté, elle cherche à le faire surtout vis-à-vis de ses concitoyens. Mais il y a une affaire qui tombe particulièrement mal en ce moment, celle du pantouflage de l'ancien président de la Commission européenne, le conservateur portugais José Manuel Barroso. Il est recruté par la banque Goldman Sachs, celle-là même qui avait maquillé les comptes de la Grèce lorsqu'elle avait dû rentrer dans la zone euro. On regarde tout de suite pourquoi cette affaire passe mal. L'ancien président de la Commission européenne, recruté par la banque américaine Goldman Sachs. Une nomination qui n'en finit pas de faire des remous. Pendant 10 ans, José Manuel Barroso a travaillé main dans la main avec des chefs d'État, pour la plupart toujours en fonction. C'est ce réseau qui est venu chercher Goldman Sachs. L'information a provoqué un tollé chez les eurodéputés. Pour celui qui incarnait la Commission, de passer, dès qu'il a la possibilité, conseiller chez Goldman Sachs, c'est une trahison. C'est vraiment un coup de poignard pour l'Europe qui n'en avait pas besoin aujourd'hui. Certains réclament désormais la suspension de sa pension de retraite européenne. Pour la classe politique française, c'est un coup dur supplémentaire pour l'image de l'Europe. Ah, c'est totalement indigne et indécent. C'est dommage parce que l'Europe, c'est une belle idée, mais que ceux qui la servent sont en train aussi de la tuer. Comment est-ce que vous voulez que les citoyens européens comprennent que l'ancien président de la Commission européenne rejoigne une banque d'affaires qui a falsifié les comptes de la Grèce? Je pense que c'est totalement incompréhensible. José Manuel Barroso, lui, s'est défendu dans la presse portugaise. Si l'on reste dans la vie politique, on est critiqué pour vivre au crochet de l'État. Si l'on va dans le privé, on est critiqué pour tirer profit de l'expérience acquise dans la politique. La banque américaine, elle, s'est félicitée de cette nouvelle collaboration. Alors, la commission Juncker, je rappelle que vous étiez vous-même commissaire, cette commission Juncker, elle se voulait plus politique et pourtant, elle n'a pas condamné cet ancien président qui pantouflait chez Goldman Sachs. Vous non plus? Bon, je trouve que c'est complètement déplacé de la part de M. Barroso et de la part de Goldman Sachs. Pour une fois, disons, je suis d'accord à la fois avec Hamon et Le Maire, ce qui est curieux d'ailleurs, et c'est comme ça arrive.
c'est pas que Goldman Sachs ce soit des bandits, c'est une banque tout à fait respectable, comme toutes les banques, elle aide ses clients à faire des coups. C'est son métier. C'est pas que M. Barroso ne mérite pas un certain respect, même si je suis pas de son bord politique, et même il faut quand même se souvenir que ça a été le dirigeant européen du sommet des Açores, hein, avec Blair et Bush, quand il a fallu appuyer les Américains à l'invasion de l'Irak, alors que les Français et les Allemands étaient contre. Bon. Mais je trouve que les règles de la Commission, et il y en a, qui établissent ce qu'on peut faire quand on a cessé d'appartenir à la Commission, comme commissaire ou comme président, elles existent, mais cet exemple montre qu'elles ne sont pas assez rigoureuses. Article 245, devoir d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions. On n'y est pas. Absolument. Je pense que le délai de veuvage, en quelque sorte, n'est pas suffisant. Donc on parle de lui couper sa retraite. Certains suggèrent de lui couper sa retraite européenne ou de prendre des mesures de rétorsion pour bien faire comprendre qu'il ne fallait pas mélanger les genres. Il faudra appliquer les règles qui ont été décidées, mais je pense qu'elles devraient être changées pour éviter ce genre de situation. À court terme, le Brexit souligne justement l'impuissance des eurosceptiques à vraiment gouverner, parce qu'on a vu en Angleterre qu'ils s'étaient défilés l'un après l'autre, par exemple. Mais à moyen terme, est-ce qu'ils ne vont pas tirer les bénéfices de cette affaire? Je pense notamment en France au parti de Marine Le Pen qui va faire campagne sur l'idée d'un Frexit. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les eurosceptiques et puis il y a les anti-européens. Les anti-européens, ils veulent que leur pays sorte de l'Europe. C'est le cas de Madame Le Pen, encore que ça dépend un peu des moments. Enfin, disons, en gros, il y a ceux qui veulent sortir de l'Europe, et puis il y a ceux qui veulent y rester, mais qui trouvent qu'elle n'est pas assez ceci ou trop cela. Ce qui est parfaitement normal, il y a un débat démocratique. La réponse à votre question, elle va être donnée par la situation de la Grande-Bretagne dans 2-3 ans. Si dans 2-3 ans, tout se passe bien, les anti-européens disent vous voyez bien qu'on fait mieux. L'élection présidentielle aura lieu avant. Hein. Oui, mais donc ça ne sera pas concluant. Ça ne suffit pas, ça ne sera pas concluant. Et il est quand même probable qu'en tout cas, d'ici l'élection présidentielle française, il n'y aura pas de bonnes nouvelles pour l'économie britannique. Hein, donc pour l'instant, ils accumulent les mauvaises nouvelles. Hein, le marché financier de Londres s'effondre, la livre est au plus bas, les gens se barrent pour un certain nombre d'entre eux de la City de Londres. Non. Je crois qu'il faut accepter que c'est une expérience. Hein, l'Union européenne, ça a toujours été on fait mieux ensemble que séparément. Il y en a qui veulent démontrer le contraire. C'est le cas des Britanniques. On va voir. Depuis 10 ans, l'Europe n'a pas délivré ce qu'on attend d'elle. Et donc, il faut changer ceci. Et donc, la rentrée sera assez délicate, notamment un certain 2 octobre où il y a, par exemple, on revote pour les élections présidentielles en Autriche. Et ça pourrait être, cette fois-ci, pour l'instant c'était le Vert qui l'avait emporté, mais eh bien, les élections ont été réorganisées, le champion du FPE, le parti extrémiste, donc Norbert Hofer, qui pourrait l'emporter. C'est un cas intéressant parce que c'est un pays qui a toujours été gouverné par une coalition classique entre les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. Ça fait 30 ans que ça dure. Et comme par hasard, ça ne marche plus. La preuve, c'est que les deux candidats au présidentiel, c'est un vert et un d'extrême droite. Ça dit d'ailleurs quelque chose sur le fait que ce modèle politique européen centre-droit, centre-gauche, au gouvernement ou de grande coalition, marche pas. Et probablement en voie d'épuisement. On voit ça en Espagne, on a vu ça en Grèce. L'état de la droite ou de la gauche française permettrait d'aller assez vite à la même conclusion, hein, si on se projette à 1 ou 2 ans. Et donc, on va voir. J'espère, je pense, que la population autrichienne se rend compte de ce signal qui serait donné aux autres Européens si un dirigeant d'extrême droite, même si le président autrichien, c'est pas le président français, fait sans précédent quand même, hein. Fait sans précédent. Ce serait sans précédent, même si on se souvient, et j'étais commissaire à ce moment-là, que l'extrême droite, le FPE, avait été associé au gouvernement dans les années 2000. Alors, 2 octobre aussi, toujours, Hongrie, référendum contre... Alors, Viktor Orban, le très droitier Premier ministre, appelle à voter contre l'accueil des quotas de réfugiés répartis entre les 27. Un vote anti-migrant, donc il convoque. Qu'est-ce qu'il va se passer là encore ?
Monsieur Orban, qui dirige la Hongrie, est un homme nationaliste, souverainiste, et qui multiplie les incidents avec l'Union. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps en matière de liberté publique, sur le statut des journalistes, sur le contrôle des organisations non gouvernementales, où il est en déviance par rapport aux règles européennes. Et puis là, il monte cette provocation. C'est de la provocation. Il y a à peu près 1,5 million de réfugiés qui sont arrivés en Europe. Les autorités européennes, Conseil, Parlement européen, ont décidé un plan de relocalisation pour à peu près 200 000. Et là-dessus, le contingent hongrois, c'est 1294. Mais la question migratoire est sensible. Oui, mais attendez, regardons les proportions. Il fait un incident majeur pour une décision qui a été prise au niveau de l'Union par le Parlement et par le Conseil des États. Et ces décisions, quand elles sont prises par le Parlement européen, qui est élu démocratiquement, et par le Conseil des États, qui représente les États, ces décisions, elles doivent s'appliquer. Bon. Relocaliser 1294 réfugiés en Hongrie, alors qu'il y en a 1,5 million qui sont arrivés dans les conditions qu'on sait, franchement, c'est tout à fait excessif comme réaction. Beaucoup de bruit pour rien. Merci à vous, Pascal Lamy, d'avoir été notre invité. Nous continuons juste après la pause et juste après les nouvelles sur ce thème des grands rendez-vous de l'été et de la rentrée, mais cette fois-ci à travers un best-of de nos reportages. À tout de suite.